Imaginez-vous vous réveiller avec un message qui ne se contente pas de mettre fin à votre mariage, mais qui efface en même temps votre avenir financier. Pas de conversation, pas de signe avant-coureur, juste un adieu numérique et un compte bancaire vidé. C'est ce qui m'est arrivé. Et pourtant, ce qui a suivi, même moi je ne l'aurais jamais imaginé. Si vous aimez les histoires vraies de résilience, de force discrète et de revanche inattendue, pensez à vous abonner. Celle-ci mérite chaque seconde de votre attention. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé. C'était un jeudi. Je m'en souviens parfaitement parce que je me trouvais au Palais des Congrès d'Avoriaz, en train d'installer mon petit stand pour le Salon du design d'intérieur des Alpes, un événement annuel où des centaines de créateurs présentent leurs projets dans l'espoir de nouer des contacts. Je venais de repositionner un présentoir de tissu quand mon téléphone a vibré. L'aperçu du message s'est affiché. C'était de la part de Rémi. Je suis partie. Les papiers du divorce sont sur la table. J'ai aussi vidé notre compte commun. Ne m'appelle pas. Bonne chance. Aucun point, aucune virgule, aucun regret. Juste l'équivalent digital d'une porte claquée au visage, verrouillée de l'intérieur. Je n'ai pas laissé tomber mon téléphone. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste fixé l'écran comme s'il appartenait à une autre vie. Autour de moi, les agrafeuses pneumatiques et les bavardages courtois continuaient, comme si rien n'avait changé. Et pour eux, c'était vrai. Mais pour moi, 15 années de mariage venaient de se terminer en 3 phrases. Ma collaboratrice, Soraya, est arrivée avec 2 cafés. Ton expresso, chef, ça va? T'as une tête à avoir vu un fantôme. J'ai pris la tasse et souri. Quelque chose comme ça. Ce soir-là, je suis rentrée dans ce qui était encore notre maison. Non, ma maison. Rémi avait emporté ses vêtements, ses clubs de golf et son enceinte connectée hors de prix. Il avait laissé le tapis qu'on avait ramené de notre voyage de noces à Marrakech, le service à thé offert par sa mère, et un mot. Un seul mot. Désolé. Même pas écrit à la main. Imprimé. J'ai passé un long moment assise à la table de la cuisine, à fixer cette enveloppe juridique pliée comme si elle allait prendre feu. Puis je l'ai ouverte. Papier de divorce pré-rempli. Déposé à Toulouse. Toulouse. Et là, j'ai compris. Océane. Depuis 6 mois, Rémi se comportait étrangement. Les soi-disant urgences de dernière minute pour ses clients, le nouveau parfum qu'il n'avait jamais mis pour moi, son abonnement soudain à une salle de sport. Et surtout, le plus gros signal d'alarme, il avait changé le code de son téléphone. Après 12 ans de vie commune, il avait besoin de vie privée. Je n'étais pas idiote. Je n'ai pas fouillé. J'ai documenté. Chaque fois qu'il rentrait tard, je notais l'heure. Quand il avait réservé un aller-retour express pour un soi-disant séminaire à Perpignan, j'avais capturé l'email de confirmation qu'il avait laissé afficher sur son ordinateur portable. Quand il avait effacé nos rendez-vous de notre calendrier partagé, j'avais exporté une sauvegarde et l'avais imprimée. Le soir où je l'ai vu, sur une vidéo Instagram, dans un rooftop à Montpellier, collé à une fille à peine majeure, taguée Océane Créative, je n'ai pas explosé. J'ai appelé une avocate, maître Élise Duret. Calme, chirurgicale, et du genre à ne jamais porter de talons bruyants. Quand je suis arrivée dans son cabinet avec mon classeur rempli d'impressions et d'horodatage, elle ne m'a pas demandé pourquoi je ne l'avais pas encore quitté. Elle m'a simplement dit « Laissez-moi vous apprendre à protéger ce qui est à vous ». Ce jour-là, j'ai ouvert un compte bancaire séparé. J'y ai discrètement transféré la moitié de mes économies personnelles, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai cessé d'utiliser notre PayPal professionnel commun et j'ai créé une société à responsabilité limitée, juridiquement distincte, entièrement à mon nom. Chaque décision était calculée. Rémi pensait sûrement être le plus malin. Il avait juste sous-estimé la femme qui avait renoncé à son premier studio de Bordeaux pour le suivre à Clermont-Ferrand. Celle qui avait passé des années à bâtir son confort, sa carrière, pendant que ses propres ambitions étaient remisées dans des cartons. Il pensait pouvoir partir avec tout, me laisser une note imprimée et un compte vide. Il n'avait aucune idée. J'ai appelé maître Duret. Il a bougé, j'ai dit. Alors c'est notre tour, elle a répondu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À la place, j'ai trié les actes de propriété de l'appartement locatif à mon nom, les captures d'écran des virements de Rémi à Océane via Paylib, les copies de chaque facture que j'avais émise depuis mon nouveau compte professionnel, les photos des œuvres d'art dans notre maison que j'avais achetée avec l'héritage de ma grand-mère. Des biens clairement non matrimoniaux selon le droit civil,
en vigueur dans notre région. Le lendemain matin, Rémi a envoyé un autre message. Ça sert à rien de compliquer les choses. Je suis prêt à partager équitablement. Équitable? Équitable, c'était les 43 000 € qu'il avait retirés sans mon autorisation. Équitable, c'était le certificat d'immatriculation du véhicule commun qu'il avait transféré à son nom pendant que j'étais en déplacement. Équitable, c'était une farce. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé le service fraude de notre banque. Bonjour, je m'appelle Camille Morel. Je souhaite signaler des mouvements non autorisés sur un compte joint et demander la suppression de mon nom d'une carte de crédit partagée. La conseillère au téléphone a été à la fois chaleureuse et redoutablement efficace. Quand je lui ai annoncé le montant disparu, elle a murmuré d'une voix douce. « Je suis désolée, Madame Morel, on lance immédiatement la procédure. » Je m'étais toujours demandé ce que ça faisait, le pouvoir. Pas celui qui écrase, mais celui qui vous rend entière. Ce jour-là, je l'ai senti vibrer en moi comme un courant avant l'orage. Le samedi suivant, les messages de connaissance ont commencé à tomber. J'ai entendu que toi et Rémi vous étiez séparés. C'est brutal, non? Brutal? Rémi avait mené une double vie pendant près d'1 an. Le seul élément brutal, c'était sa manière glaciale d'appuyer sur « envoyer » pour dissoudre notre histoire. Mais je ne les ai pas contredits. J'ai laissé les rumeurs circuler, je l'ai laissé jouer la victime au début. Je n'avais aucun intérêt à me justifier auprès de ceux qui ne prenaient même pas la peine de poser des questions. Parce que moi, je savais. Je savais que Rémi avait commis une erreur fondamentale. Il avait cru que j'allais m'effondrer. Il avait oublié que j'étais une bâtisseuse. De pièces, de maisons, de marques, de résilience. Et désormais, je bâtissais autre chose. Un dossier. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. 3 jours après son premier message, j'étais assise dans un bureau temporaire prêté par mon amie Clara, à l'étage de son showroom à Lyon. Je buvais un café trop fort, trop amer. Ou peut-être que c'était moi. J'avais passé le week-end à effacer les restes d'un mariage à l'envers, retirer son nom des factures d'électricité, geler les comptes, changer le mot de passe de notre espace client Amazon pour l'empêcher de continuer à profiter de mon abonnement. Mais émotionnellement, ça prenait plus de temps. Rémi et moi, on s'était rencontrés il y a 16 ans à un salon professionnel à Paris. Il avait été drôle, attentif, curieux de mon travail. « Ton cerveau, c'est comme un plan d'architecte, m'avait-il dit. Tu vois les choses avant qu'elles existent. » Maintenant, il ne voyait plus que des filtres Instagram et une fille qui pensait que le design se résumait à des inspirations Pinterest. C'est fou. La vitesse à laquelle certains hommes oublient votre valeur quand votre loyauté devient un obstacle. Pourtant, j'avais été élevée avec un principe, ne jamais transformer la douleur en arme. Je ne voulais pas me venger pour me venger. Je voulais la paix, la protection, le contrôle sur un chaos que je n'avais pas choisi, mais que je devais désormais nettoyer. Alors j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai tiré un plan. Cette semaine-là, j'ai accepté un nouveau chantier. La transformation d'un loft de luxe pour un couple d'investisseurs venus de Lausanne. Je me suis occupé l'esprit avec des catalogues de mobilier, des autorisations de travaux, des visites de chantier. Mais en coulisses, je posais les fondations d'une structure bien plus solide. Clara m'avait prêté un petit espace calme à l'arrière de sa boutique. Elle ne m'a pas posé de questions, juste tendu une clé et un regard qui disait « Je comprends. Construis ce qu'il te faut. » J'ai recommencé à écrire. Des articles de blog, des conseils pour concevoir votre prochain chapitre. Une métaphore évidente, peut-être, mais qui fonctionnait. Les lectrices ont trouvé cette vulnérabilité inattendue, surtout venant d'une professionnelle aguerrie. En 1 mois, mon blog personnel, La Maison d'après, comptait déjà 10 000 abonnés. Le nom de Rémi n'y apparaissait jamais. Mais tout le monde comprenait. Un article en particulier a explosé. Ce que j'ai récupéré après son départ, le bail, mon nom, mon avenir. Les demandes d'interview ont afflué. Podcast, brunch pour femmes entrepreneurs à Annecy. Apparemment, j'étais devenue, sans le chercher, une icône feutrée de la reconstruction post-divorce. Rémi, lui, ça n'allait pas fort. Par l'intermédiaire de quelques connaissances communes, j'ai appris que la start-up à Montpellier dans laquelle il avait placé tous ses espoirs avait fait long feu. Océane, quant à elle, avait publié une story un peu floue, avec pour légende « Les hommes à projet, mais sans budget », avant de supprimer toutes les photos où Rémi apparaissait. Il m'avait bloqué sur les réseaux sociaux
ce qui était presque comique puisque je n'avais rien posté à son sujet. Comme quoi, parfois, la culpabilité parle plus fort que l'accusation. Puis j'ai reçu un mail de notre ancienne agente immobilière, Madame Lemoine. Bonjour Camille, j'ai été surprise de voir la maison du chemin des Peupliers remise en vente. Rémi m'a dit que c'était une décision conjointe, mais l'annonce semble précipitée. Tu savais qu'elle était listée avec tous les meubles? Mes doigts sont devenus glacés. Cette maison, notre maison. Techniquement à nos deux noms, mais c'était Rémi qui avait géré la majorité de la paperasse, sous prétexte que c'était plus proche de son bureau. Je n'avais signé aucun mandat de vente. Je n'avais rien autorisé. J'ai transféré l'email à Maître Duré avec une ligne. Il essaie de vendre la maison dans mon dos. Sa réponse a été instantanée. Il faut déposer une requête d'urgence pour bloquer toute liquidation d'actifs. Je m'en charge. Il s'est avéré que Rémi avait falsifié ma signature. Et mal en plus. Il avait utilisé une vieille numérisation de mes initiales sur un contrat de projet. Non seulement c'était une fraude, mais c'était risible de négligence. Le fichier de base avait été signé à l'encre bleue. Et la copie numérique sur l'acte de vente affichait encore les traces de cette couleur. Ce minuscule détail allait lui coûter très cher. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de sa mère. J'ai hésité à répondre, puis la curiosité l'a emporté. « Camille, dit-elle d'une voix mesurée, je voulais te parler avant que tu n'apprennes certaines choses par d'autres. Il nous a dit que tu avais gelé les comptes. Il prétend que tu cherches à te venger. » Je suis restée silencieuse. Il a dit que tu étais froide, autoritaire, que tu n'avais jamais soutenu ses rêves. J'ai inspiré doucement. Mon rêve, c'était de construire une vie, pas de financer sa fuite. Elle a soupiré. Ce n'est pas l'homme que je croyais. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Ce soir-là, j'ai versé un verre de Bourgogne et j'ai repris, comme chaque soir, mon rituel. Relire chaque pièce du dossier. Courriel, relevé, preuve de virement, même des messages Paylib avec des descriptions étranges, coaching de contenu pour Océane. J'avais bâti une chronologie si solide que Maître Duré l'avait qualifiée de rêve de procureur. Et puis, il y avait les textos. Tu vas le regretter. Tu crois être plus maligne, mais je connais tous tes mots de passe. Tu n'aurais rien sans moi. Chacun capturé, daté, archivé. Qu'il parle. Qu'il essaie de se faire passer pour la victime. Je ne cherchais pas à gagner l'opinion publique. Je préparais un procès. Quand Maître Duré m'a appelé quelques jours plus tard, elle avait une voix presque enjouée. Son dépôt est invalide. Il n'est pas résident légal. On rapatrie l'affaire en région Auvergne et on bloque la vente de la maison. En plus, on le poursuit pour tentative de transfert frauduleux de biens communs. Et maintenant, ai-je demandé ? Maintenant, dit-elle, on attend. Qu'il fasse la prochaine erreur. Dans mon petit bureau au parquet grinçant et au radiateur capricieux, je me suis sentie chez moi pour la première fois depuis des années. Rémi croyait fuir. Il ne voyait pas qu'il fonçait droit vers l'orage. Le matin de l'audience d'urgence, j'ai enfilé du noir. Pas pour faire le deuil, mais parce que cette couleur m'a toujours parlé. Solide, indiscutable, finale. Je voulais que Rémi comprenne que quelque chose s'était bel et bien terminé. Mais pas ce qu'il croyait. Devant le tribunal de Clermont, il faisait gris et humide. Le genre de matin où tout semble lavé par la mélancolie. Maître Duré m'attendait en haut des marches, imperturbable, un classeur fin sous le bras. Prête. J'ai hoché la tête. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. À l'intérieur de la salle d'audience, l'ambiance était tendue, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Rémi était assis en face, dans un blazer visiblement neuf, l'étiquette encore discrètement glissée sous le col. Une tentative de dernière minute pour paraître crédible. Il ne m'a pas regardé. Océane n'était pas là. Je ne savais pas pourquoi, mais son absence m'a procuré un plaisir silencieux. La juge, Madame Giraud, une femme stricte à la voix nette, a ouvert le dossier sans un mot superflu. Madame Morel, votre avocate demande une injonction immédiate contre la liquidation d'actifs et réclame réparation pour retrait non autorisé sur le compte commun. Est-ce exact, Maître Duré ? Oui, Madame la juge. Nous avons fourni les preuves. Mouvement bancaire non consenti, tentative de vente frauduleuse d'un bien commun à l'aide d'une signature falsifiée et dépôt de demande de divorce dans une juridiction où le défendeur n'a aucun droit de résidence. La juge a haussé un sourcil et s'est tournée vers Rémi. Monsieur Morel, contestez-vous ces éléments ? Il s'est raclé la gorge. Madame la juge, je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit. Je devais tourner la page. C'était déjà fini entre nous.
Les décisions financières ont été prises dans ce contexte. J'ai failli éclater de rire. Contexte? C'est donc comme ça qu'on appelle désormais le vol et la falsification? Maître Duret, implacable, a répondu d'un ton posé. L'intention n'est pas en cause, madame la juge. C'est l'impact. Et ici, l'impact est limpide. Ma cliente s'est retrouvée en situation de grande vulnérabilité financière pendant que M. Morel tentait de dissimuler ou redistribuer des biens communs sans cadre légal. Puis est venu le moment clé. Maître Duret a remis au greffe le dossier qu'on avait méticuleusement préparé. Capture d'écran des textos de Rémy où il admettait avoir déplacé de l'argent. Impression des virements vers Océane avec des intitulés douteux, comparaison entre la signature falsifiée et le scan original avec ses métadonnées, preuve que le fichier provenait d'un ancien contrat professionnel. Quand la juge est arrivée à l'email de notre agente immobilière, elle s'est arrêtée net. Monsieur Morel, vous avez tenté de vendre un bien appartenant aux deux parties sans que madame Morel n'en ait connaissance. Le niez-vous? Rémy a tenté un sourire pathétique. Je pensais qu'elle serait d'accord. Elle ne vivait même plus là. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la copropriété, en particulier dans cette région, rétorqua sèchement la juge. Et falsifier une signature numérique n'est pas un raccourci. C'est un délit. L'avocat de Rémy, un type qui semblait prier pour que la terre s'ouvre sous ses pieds, a tenté de réorienter l'affaire. Madame la juge, nous estimons qu'il s'agit d'un différend conjugal qui devrait être traité dans le cadre de la médiation de divorce, pas par une procédure d'urgence. Mais la juge n'était pas dupe. Le tribunal estime qu'il existe des motifs suffisants pour geler immédiatement tous les actifs partagés, en attendant une audience complète. En outre, cette affaire est transmise au parquet pour examen du volet falsification. Des poursuites pénales pourraient être engagées. C'est là que, pour la première fois, le visage de Rémy a changé. Cette assurance hautaine qui le suivait comme un parfum s'est évanouie. Il a pâli. Attendez, ce n'était pas censé aller aussi loin. J'ai enfin pris la parole. Les actes ont des conséquences, Rémy. Ce n'est pas parce que tu ne voulais pas tomber du pont que tu n'étais pas au volant. Il m'a regardé, vraiment regardé, et j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait enfin. La femme qu'il pensait avoir quittée n'était plus dans la salle. Les semaines suivantes ont été une série de victoires discrètes mais précieuses. D'abord, sa tentative de revendiquer une part de mon nouveau studio a été rejetée, grâce aux preuves détaillées que j'avais conservées. Création sous une SARL distincte, financée uniquement avec des économies d'avant le divorce. Ensuite, la maison, notre plus gros actif. J'ai fourni les documents prouvant que l'apport initial provenait d'un legs de ma tante, reçu bien avant notre union. En vertu du droit régional, la notion de traçabilité s'applique, et Maître Duret a retracé chaque euro. Rémy a tenté une dernière carte, l'argument affectif. Il affirmait avoir choisi les carreaux de la salle de bain. La juge a levé les yeux au ciel. On ne gagne pas 50% d'un bien pour avoir sélectionné du carrelage gris. Océane, d'après les rumeurs venant du cousin de Rémy, avait disparu. Elle serait partie à Nice, bloquant Rémy sur tous ses comptes. Bonne pour elle. Pas parce que je lui souhaite du bien, mais parce qu'au moins elle n'embrouillait plus les audiences. Il avait tenté de faire de la cour un théâtre. Un jour, j'ai reçu un colis, sans expéditeur. À l'intérieur, une boîte en bois contenant une simple clé USB. Par curiosité, je l'ai branchée. Elle contenait des centaines de captures, Rémy draguant d'autres femmes, leur mentant, leur envoyant de l'argent. Des conversations étalées sur 2 ans. Je n'en ai rien fait en justice. C'était inutile, mais je les ai conservées. Pas par rancune, par mémoire. Une preuve que ce n'était pas moi le problème, que la lente décomposition de notre mariage n'avait pas commencé avec mon silence, mais avec son insouciance. À l'audience finale sur le partage des biens, Rémy avait l'air fatigué, plus petit que dans mon souvenir. Son avocat lui chuchotait à l'oreille alors que la juge rendait sa décision. J'obtenais la pleine propriété de la maison. Mon atelier, ainsi que tous mes comptes professionnels, étaient reconnus comme des biens propres. Rémy, lui, était sommé de rembourser la moitié du retrait du compte commun dans un délai de 60 jours, sous peine de saisie judiciaire. Quand la session s'est terminée, il m'a suivi dans le couloir. « Camille, attends. » Je me suis retournée. Je ne pensais pas que tu te battrais comme ça. » Cette phrase m'a arrêtée net. Je l'ai fixée. Cet homme qui avait autrefois partagé mon lit,
mes espoirs, mes doutes, et j'ai compris à quel point il s'était trompé sur moi. Je ne me suis pas battue contre toi, Rémi. J'ai juste arrêté de te laisser gagner sans rien dire. Puis j'ai tourné les talons, non par fierté, mais par paix intérieure. Je n'étais plus là pour réparer les hommes brisés. J'étais occupée à reconstruire quelque chose de bien plus précieux, moi-même. Quand il a manqué sa première échéance de remboursement, je n'ai même pas été surprise. Non pas parce que je m'y attendais, mais parce que j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de lui. C'est ce qui arrive quand on cesse de mettre quelqu'un sur un piédestal qu'il n'a jamais mérité. On arrête d'être déçu. Et on commence à être libre. Il prétendait qu'il travaillait dessus, que l'argent était bloqué dans un projet avec des amis, qu'il allait vendre des trucs pour s'en sortir. Et pendant ce temps, il postait une photo dans un bar à Uzès, un verre de whisky à la main, souriant comme si le monde n'avait pas encore frappé à sa porte. De mon côté, j'étais trop occupée pour m'en soucier. Le blog s'était transformé. La maison d'après avait été repérée par un magazine digital consacré à l'art de vivre. Il m'avait proposé une chronique bimensuelle, Espace à soi. J'avais commencé à conseiller d'autres femmes, certaines fraîchement séparées, d'autres simplement prêtes à reprendre le contrôle sur des morceaux d'elles-mêmes qu'elles avaient abandonnés sans s'en rendre compte. Je parlais d'aménagement intérieur, bien sûr, mais aussi de limites émotionnelles. De l'importance de savoir où poser ses livres, mais aussi où poser sa valeur. Ma boîte mail débordait. Des remerciements, des confidences, des appels à l'aide. Je croyais être la seule. Il est parti alors que j'étais enceinte. Tu m'as redonné espoir. J'ai refait mon bureau exactement comme tu l'as décrit, avec seulement ce que j'aime, et surtout, sans porte qu'il pourrait franchir de nouveau. C'était étrange d'être vue non comme une victime, mais comme une sorte de plan. Puis la chaîne régionale TVR m'a appelée. On réalise un reportage sur des entreprises féminines qui se sont construites après un échec personnel. Accepteriez-vous d'être interviewée ? J'ai failli dire non. Et puis je me suis souvenue de moi, 6 mois plus tôt, assise sur le carrelage froid de la cuisine, lisant un message qui m'annonçait que j'avais été effacée. Oui, je voulais que les femmes sachent ce qui peut venir après ça. Alors j'ai dit oui. J'ai enfilé le blazer noir que Rémi trouvait trop austère. Je me suis installée dans la boutique que j'avais co-conçue avec Clara et j'ai parlé. De reconstruction, de clarté, de comment un espace bien pensé donne de la force et comment une vie bien redessinée en donne encore plus. Le reportage a été diffusé un vendredi soir. Le lundi matin, il a fallu mettre à niveau l'hébergement du site. Les commandes sont arrivées par vagues. Des clients, des marques partenaires, des collaborations. Rémi m'a envoyé un texto. « J'ai vu ton passage à la télé. On dirait que tu as trouvé ton moment. » Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas un moment. C'était une fondation. Et puis, il y a eu cet appel. Elle s'appelait Mélanie. Pas Ma. Mélanie, une autre. Nouvelle cliente. 26 ans, récemment sortie d'une relation toxique. Sa voix tremblait légèrement au téléphone. Mais c'est son prénom qui m'a figée, comme un écho venu du passé. Puis, quelques jours plus tard, elle est entrée dans mon studio. Il pleuvait. Elle portait un sweat trop grand pour elle, la capuche remontée. Elle avait l'air fatiguée, mais surtout, elle avait l'air réelle. « Je ne viens pas pour faire des histoires », a-t-elle dit en entrant. « Je crois que je vous dois des excuses. » Je l'ai observée. Elle était plus maigre que dans ses photos. Ses traits tirés, ses yeux cernés, ses cheveux attachés en catastrophe dans un chignon qui trahissait des nuits sans sommeil. « Vous l'avez cru ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. « Il m'a dit que vous étiez froide, que vous ne le compreniez plus, que vous l'aviez abandonné. » Elle s'est interrompue. Et puis, quand vous avez bloqué les comptes, il a emménagé chez moi. Il m'a dit que c'était temporaire. Ensuite, il a commencé à critiquer mon appart, à dire que je ne savais pas ce que c'était, la vraie vie. 2 semaines plus tard, il m'a demandé si je pouvais co-signer un prêt pour lui. J'ai haussé un sourcil. Elle a soupiré. J'ai refusé. Il m'a traité d'égoïste. Il m'a dit que j'étais comme vous. Ça m'a stoppé. Cette fille, qui s'était retrouvée dans le même piège, mais plus vite, plus brutalement, sans les armes que j'avais moi. Elle a souri, gênée. Je suis avec quelqu'un de mon âge maintenant. On partage le loyer. Pas de promesses en l'air, juste de l'honnêteté. Alors vous êtes déjà loin devant, lui ai-je dit. Mélanie a hésité, puis elle a sorti de son sac une petite boîte en velours. J'ai trouvé ça parmi ses affaires. Je pense que ça vous appartient. À l'intérieur, il y avait le collier que ma mère m'avait offert le matin de mon mariage.
J'ignorais même qu'il me manquait. Rémi avait dû le glisser dans ses affaires à la va-vite. Merci, ai-je dit simplement. Elle semblait soulagée. Je suis désolée. Vraiment. Je n'ai pas dit je vous pardonne. Ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Alors je lui ai donné mieux. Vous irez bien. Mais ne construisez plus jamais une vie autour de quelqu'un qui ne sait pas se servir d'un marteau. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie dans un coin de ma chambre. Rien de parfumé, juste une petite flamme tranquille. J'y ai déposé le collier, pas comme un hommage, mais comme un rappel. Même ce qu'on vous a volé peut vous revenir, à condition d'arrêter de courir après ce qui vous a quitté. Le lendemain, j'ai reçu un message de maître Duret. Nouvelle tentative de Rémi. Il veut faire rouvrir l'affaire sur le partage des biens. Et 1 heure plus tard, requête refusée avant même la pause déjeuner. J'ai souri. Il y aurait d'autres papiers, d'autres manœuvres. Mais je n'étais plus celle qui avait peur du bruit. Le vacarme ne fait pas tomber les fondations. Et les miennes étaient maintenant solides. 2 ans après ce fameux message de rupture, je me tenais devant 200 femmes, au cœur de l'inauguration de mon 3e studio. L'espace, autrefois une imprimerie abandonnée dans un coin oublié de Bourg-les-Bains, avait été transformé. Des murs de briques apparentes rencontraient des drapés de velours. Des ampoules suspendues flottaient comme des lucioles au-dessus de planches en bois récupérées. Ça sentait la bergamote, la peinture fraîche et la détermination. Il y avait des rires, du champagne, et cette chose silencieuse mais puissante. Des femmes qui se regardaient mais droit dans les yeux, avec reconnaissance. Et moi, je les comprenais toutes. J'avais été chacune d'elles, celle qui était restée trop longtemps, celle qui avait confondu loyauté et sacrifice, celle qui avait cru que l'amour pouvait tout réparer, même ce qu'on ne nommait plus, et surtout celle qui, un jour, avait dit « stop ». Après la cérémonie, une journaliste de La Voix de l'Est m'a tiré à part pour une citation. « Votre plus grande leçon dans tout ça ? Pas seulement sur l'entreprise, mais sur la transformation. » J'ai balayé du regard la salle, mes collaboratrices, dont 3 avaient commencé en m'écrivant un simple commentaire sur le blog, et la fresque peinte au fond du studio avec cette phrase « Reconstruit à partir des ruines. Mais n'oublie jamais qui a craqué l'allumette. » Et j'ai répondu « On ne se définit pas par ceux qui nous quittent, mais par celles qu'on devient après. » La journaliste a souri, noté la phrase, puis s'est éloignée. Moi, je suis restée là, dans ce moment suspendu. Parce que c'était ça, l'histoire. Pas la trahison, mais la reconstruction.